À l'heure où faillite, fusion, délocalisation font de toute entreprise une réalité souvent éphémère à l'identité précaire, il existe pourtant dans notre pays des entreprises familiales qui traversent le temps, fidèles à une production, à un lieu, à une population. Comment font-elles pour survivre et s'adapter à un monde qui change à vitesse accélérée, tout en conservant leur identité profonde, leurs valeurs, leur humanisme ? Comment font-elles aussi pour passer le témoin aux générations suivantes ? Nous nous sommes intéressés à Toile de Mayenne, l'une des rares entreprises survivantes de la terrible crise qui a frappé l'industrie textile dans les années 80, crise qui a emporté avec elle 98% des emplois dans notre pays. Comment cette entreprise est-elle parvenue à passer les générations au milieu des crises ? Parviendra-t-elle à résister à la concurrence internationale tout en gardant son âme ? « 7h30, le jour se lève dans la campagne sur une entreprise 2 fois centenaire située à une demi-heure de Laval. Toujours dirigée par une même famille, transmise sur 6 générations en filiation directe, Toile de Mayenne est l'un des derniers tisseurs français. Une originalité, cette entreprise a été fondée en 1806 dans une ancienne abbaye cistercienne. La chose qui pour moi est l'élément clé, c'est l'attachement à ce lieu. Si on parle des dirigeants, chaque génération a développé un véritable attachement pour ce lieu qui s'est transmis, le fait de vivre enfant et de grandir là, de voir ses parents travailler ici, etc. Il y a eu donc à chaque génération un attachement important qui s'est développé et qui a fait que un sens vraiment du combat collectif ici à Fontaine-Daniel a pu se transmettre. Aujourd'hui, Toile de Mayenne compte 151 employés exerçant quelques 75 métiers. Ourdissage, encantrage, bobinage, dévidage, encollage, rentrage, senstorisage, dérompage, autant d'étapes nécessaires à la transformation de bobines de fil en tissus de toutes sortes pour la décoration. Ici, ce ne sont pas seulement des hommes et des femmes qui travaillent, mais aussi une véritable chanson de gestes qui se déroule, composée de tours de main, de savoir-faire, de secrets du métier hérités des générations qui ont précédé. J'ai rejoint l'entreprise il y a 15 ans. Alors, j'ai trouvé dans cette entreprise un savoir-faire très, très important. Les personnes connaissaient bien leur métier, savaient le faire, mais il manquait du faire savoir. Il manquait de la réflexion sur le fait de faire rayonner la marque. Nous sommes 2 à diriger cette entreprise, Raphaël, Denis et moi-même, avec des fonctions opérationnelles bien définies et par contre une mise en commun de toutes les réflexions permanentes et toutes les décisions importantes et stratégiques sont prises en commun. La chance que nous avons à notre génération par rapport aux générations précédentes, c'est que nous avons vécu
professionnellement dans d'autres entreprises avant de venir dans cette entreprise. Raphaël a travaillé avant chez Gaumont, contrôle de gestion. Moi, j'ai travaillé dans le marketing et la communication, beaucoup dans l'automobile, chez différents constructeurs. Nous avons des caractères très différents, ce qui fait notre complémentarité, des hobbies différents, des envies différentes, ce qui est très bien et très riche en fait. Quand nous n'arrivons pas à nous mettre d'accord sur des sujets stratégiques ensemble, nous faisons appel à des experts ou à des conseils. Et ça, c'est quelque chose que nous faisons depuis toujours. Nathalie fait partie de la nouvelle génération Toile de Mayenne. Elle est entrée ici voici 1 an pour remplacer Thérèse sur le point de partir en retraite. Aujourd'hui, Nathalie est au rentrage, une tâche très délicate qui consiste à passer tous les fils de la chaîne dans les mailles d'hélice suivant un ordre rigoureux. Ici, c'est une chaîne de 5764, je crois. Il faut être très, très, très concentré pour faire ça. Parce qu'il ne faut pas oublier un seul fil, il ne faut pas oublier un seul lisson, ni les lamelles non plus, et que ça soit bien dans l'ordre. C'est pour ça qu'il est important de faire des autocontrôles, en fait. Là, par exemple, pour cette chaîne-là, elle est assez sympa à faire parce qu'elle a des rayures bien définies. Donc, une fois qu'une rayure est terminée, on s'arrête et on recompte. Comme ça, on sait si on a le bon nombre de fils, parce que si on va d'un seul coup, si on fait tout d'un coup, s'il y a une erreur, là, il faut tout refaire. Alors que si on s'aperçoit au bout d'une rayure, il y a un petit problème, c'est plus facile de reprendre la rayure que tout reprendre. J'ai pris beaucoup de plaisir à être avec Thérèse et j'ai eu beaucoup de chance en fait de l'avoir côtoyée. Thérèse, donc, qui a fait toute sa carrière aux Toiles de Mayenne, donc qui était pleine de secrets, de petits gestes qu'elle avait à donner pour n'importe quelle situation. Elle avait toujours un petit truc à montrer, des petits secrets comme ça qu'elle avait à dévoiler, et d'une grande sagesse, très patiente aussi, parce que c'est vrai que là la formation elle a duré presque 1 an, donc il faut être très patient. Non, elle était adorable. Donc je fais le rentrage, autrement je fais le renouage, et quand Céline ne peut pas faire l'ourdissoir, je vais la remplacer, je fais de l'ourdissage, voilà, et inversement. Quand je suis arrivée, il a fallu que j'apprenne tout quasiment en même temps. Voilà. Mais bon, ça se fait petit à petit en prenant des notes, parce que c'est vrai que surtout quand on n'est pas du métier, c'est tellement précis qu'il faut tout noter et tout apprendre. Et des fois, je me situe dans l'avenir, et je me dis, un jour, c'est moi qui transmettrai. Donc je me dis, il faut que j'ai la même patience que Thérèse a eue avec moi. Mais j'y pense de temps en temps. La passation patrimoniale a été l'objet de discussions importantes et qui ont précédé mon arrivée. En fait, je ne voulais pas, pour moi personnellement, abandonner ma carrière professionnelle à l'extérieur de l'entreprise, baisser mon salaire et devoir, si jamais ça fonctionnait, racheter les actions plus chères qu'elles ne valaient le jour où je suis arrivé. Donc on a signé un accord familial qui fixait une valeur d'entreprise valable pour 6 années. Donc au bout de ces 6 années, soit on avait réussi à redémarrer et on pouvait racheter les parts à la valeur fixée au départ, soit on n'avait pas réussi et de toute façon on aurait déposé le bilan. Donc peut-être même avant les 6 années. Donc ça s'est fait en très bonne intelligence familiale. Et je pense que ce genre d'accord ne peut se faire que dans une entreprise familiale, avec la dimension qui est en plus à Fontaine-Daniel, c'est d'être attaché à un lieu, en plus de l'entreprise elle-même. Comme Nathalie, Céline est polyvalente. Aujourd'hui, elle veille sur l'ourdissage. Une fois les bobines disposées sur les cantres, elle prépare les rouleaux de fil qui constitueront la chaîne du tissu sur les métiers.
précision de la tension des fils garantit la qualité du produit final. On a expliqué aux gens, on leur a prouvé qu'ils pouvaient absolument tout nous dire, qu'ils pouvaient nous faire part de tous leurs tracas, mais aussi de toutes leurs idées, qu'ils étaient écoutés, pris en compte. On a fait des groupes de travail. Et l'objectif, c'était ça, c'était vraiment que chacun soit spécialiste, expert dans son domaine, puisse se prendre en main, résoudre ses problèmes au quotidien, et ne travailler avec nous que sur les évolutions importantes ou sur leurs tracas importants. Alors les entreprises familiales centenaires sont des entreprises qui sont dans la même famille depuis plus de 100 ans et qui ont été transmises de père en fils, de mère en fille, de père en fille, depuis par plusieurs générations, et certaines remontent à 300, 400 ans dans la même famille. Alors ces entreprises sont très peu nombreuses. Aujourd'hui, en 2011, on en recense à peu près 1200 sur plus de 2 800 000 entreprises. Elles sont peu nombreuses, de petite taille, mais elles représentent un poids économique non négligeable. Mais nos dernières informations montrent que ces petites entreprises représentent plus de 16 milliards d'euros de chiffre d'affaires et emploient plus de 90 000 personnes. Ce à quoi elles contreviennent, ces entreprises, c'est à la loi des 3 générations. Puisque, classiquement, on a une première génération qui crée l'entreprise, celle des fondateurs, une deuxième génération qui la développe, et une troisième qui jouit des fruits, si je puis dire, du travail des 2 précédentes, et qui en général est la liquidatrice de l'entreprise. Regardez le grand roman de Thomas Mann, qui illustre très bien cette réalité au travers de la saga de la famille des Buddenbrook, une famille de négociants de Lübeck. C'est tout à fait, je dirais, la norme pour les entreprises. Il y a une philosophie qui est propre aux entreprises familiales centenaires. Elles sont généralement plus dépositaires de ces entreprises. Les dirigeants se sentent plus dépositaires que propriétaires. Les dirigeants ont une volonté de transmission patrimoniale, de poursuite de leur activité, au travers et chaque génération apporte un petit peu sa pierre à l'édifice pour construire quelque chose. Alors le deuxième facteur, c'est, je dirais, l'homme adéquat au moment adéquat. C'est ce que les Grecs appellent le kairos, le moment propice, celui où on va pouvoir transmettre l'entreprise. Et ce qui fait la particularité de ces entreprises familiales, c'est que la transmission est en général très souple, très progressive. Ça peut mettre plusieurs mois, voire plusieurs années, avant que ne se dégagent les cadres dirigeants. Dans notre étude que nous avons faite récemment, le cycle de management des entreprises familiales centenaires, par génération, est de l'ordre de 27 ans. C'est-à-dire qu'un dirigeant reste 27 ans aux commandes de son entreprise en moyenne. C'est à comparer par rapport au cycle classique que l'on voit dans les entreprises qui ne sont pas familiales, qui sont des cycles de 4, 5, 6 ans. Donc c'est beaucoup plus long. Ce qui veut dire que ces entreprises ont une vision beaucoup plus long-termiste que les autres. Donc la notion de risque sera gérée de façon beaucoup plus prudente que dans les entreprises classiques, où on va lancer un produit et puis si ça ne marche pas, tant pis, ce n'est pas la famille qui est en cause, mais c'est les responsables. Là, c'est une implication beaucoup plus forte des dirigeants et donc le risque sera mesuré. C'est une capacité, je dirais, d'adaptation hors norme. On peut dire comme le personnage dans Le Guépard de Giuseppe di Lampedusa, si l'on veut que tout demeure en l'état, il faut que tout change. Et ces entreprises qui durent, elles changent en permanence en réalité. Quand vous regardez Toile de Mayenne, on s'aperçoit que, et je laisse de côté les innovations techniques pour améliorer la qualité, le rendement, etc. Si on s'en tient aux grandes orientations stratégiques, on a vraiment des bifurcations fondamentales. On a, à la fin du 19e siècle, l'installation de la teinturerie. Pourquoi ? Parce que à ce moment-là, il y a une très forte concurrence au niveau de la fabrication des toiles écrues, et que donc il faut impérativement trouver une valeur ajoutée, et ça sera la teinturerie. Ensuite, on supprime la filature.
début du XXe. On va introduire la vente par correspondance dans les années 50. On va passer du tissu pour l'habillement au tissu pour l'ameublement. Et tout ça va se faire sur plusieurs années. Si je prends le cas par exemple de la famille Mulliez, que j'évoquais tout à l'heure, qui s'est développée et qui a fait sa fortune avec le textile, eh bien, elle prend un virage radical dans les années 70 ou 80 en basculant dans la grande distribution. C'est la création d'Auchan, mais alors qui va se faire, là encore c'est l'atout de l'entreprise familiale, qui va se faire dans la durée. C'est-à-dire que ça prend plusieurs années, parce qu'au début ça ne marche pas. Hein. Et donc, pareil pour le tissu d'ameublement. Au départ, c'est quelque chose que Jean Denis lance à côté des activités traditionnelles de l'entreprise. Donc on voit que les entreprises familiales s'adaptent tout le temps et qu'elles se donnent le temps de s'adapter. Hubert est responsable de l'atelier tissage. L'œil à tout, l'attention en éveil, c'est à la fois le pilote du bateau et aussi le chef secouriste des batteries de métiers à tisser qui rythment sans fin les journées. Généralement, les gens, avant de repartir en retraite, bien souvent, transmettent leur savoir à des personnes plus jeunes qui doivent être calmes et motivées. C'est une transmission de savoir. Toutes les personnes sont formées dans l'entreprise, sur le tas, et ça demande beaucoup de temps. Serge est un ancien et la mémoire de l'entreprise. Il a débuté sur les métiers à navette et a suivi toute l'évolution technique. Ça fait 39 ans que je suis tisserand, toujours tisserand. Toujours tisserand, surveiller les machines. Le métier de tisserand, c'est une dextérité avec les doigts. Et puis l'œil. Il faut avoir l'œil, il faut être constamment, faut être vigilant pour la qualité. Parce que bon, c'est 1 mètre de tissu, ça coûte très très cher. Hein, c'est là que vous perdez 1 mètre, s'il y a des défauts, là c'est perdu. Bon, ça prend, faut compter 6 mois pour avoir une certaine dextérité. Hein, pour savoir tous les passages de fil, il faut au moins 6 mois. Après, ça vient tout à petit, parce qu'il y a toujours les nouveautés, les nouveaux rentrages, faut bien les prendre par cœur. De toute façon, on apprend sur long terme. Plus ça va dans le temps, plus on apprend. C'est pas, je vous dis, c'est pas en 1 mois ou 2. On sait les gestes qu'il faut faire, mais il y a toujours quelque chose. Toujours se remettre en question, est-ce que on a bien passé le fil ou pas? Le tissage est le cœur du métier de toile de Mayenne. C'est une opération délicate qui nécessite des conditions très strictes. L'humidité, par exemple, qui doit être ajustée pour éviter trop de casse de fil. C'est le rôle du tisserand d'intervenir rapidement sur les machines qui s'arrêtent quand l'un des milliers de fils casse. Pour rechercher un fil de chaîne cassé, nous procédons comme cela. Je passe mes mains sur les lamelles pour vraiment trouver la lamelle cassée. Là, tout est bon. Je continue ainsi. Là, j'ai senti une légère résistance. Je regarde. Cela m'indique que la lamelle est cassée. J'écarte mes fils et je retrouve la lamelle tombée sur le cache-chaîne et le fil de chaîne cassé. Dans la réalité, j'arrive, évidemment j'ai vu la lumière, donc j'arrive sur le métier, je fais comme ça. D'accord ? C'est ça le mouvement. Vous voyez, je suis passé une fois comme ça. Je repasse un petit peu là parce que dans les intervalles, il faut se méfier un peu. Clac. Là, je suis passé là je l'ai senti. Je reviens comme ça, je fais ça.
Dans les savoir-faire à Toile de Mayenne, nous avons par exemple le nœud de tisserand. Le nœud de tisserand a la caractéristique d'être très très discret dans le tissu lors du tissage, je dirais quasiment invisible. Il a la particularité d'être résistant et ensuite je tire sur le brin orange. Là vous avez ce qu'on appelle le nœud de tisserand. On peut essayer en tirant sur les deux bouts jusqu'à la cassure. Et là on voit la cassure qui s'est produite à côté du nœud. Un tissu de qualité ne peut être fait qu'avec des personnes qui surveillent, qui regardent, qui corrigent les défauts du tissu. Donc ça demande une grande maîtrise du métier. On n'est pas dans l'esprit production, on est dans l'esprit qualité. Ce sont deux choses différentes. Cette entreprise en matière de schéma social aujourd'hui, qui par certains côtés est encore dans des schémas assez classiques, c'est-à-dire les actions sont détenues en grande partie par la famille dirigeante, et il y a des dirigeants familiaux. Par contre, par d'autres côtés, elle se rapproche des entreprises coopératives, qui se développent beaucoup aujourd'hui, et les attributs proches donc des entreprises coopératives, ça peut être par exemple une très grande modération dans les rémunérations justement de ceux qui prennent des décisions, des dirigeants. C'est-à-dire un rapport entre les salaires les plus élevés et le salaire moyen donc dans l'entreprise qui est très faible. Ce qui est aujourd'hui relativement rare donc dans les entreprises. Ensuite, une volonté donc de véritablement ouvrir la réflexion et la décision avec des groupes de travail sur des sujets importants, avec de véritables réunions où ceux qui sont là peuvent véritablement apporter des idées, réfléchir, voire faire pencher des décisions. Donc un aspect assez coopératif dans les réflexions et les décisions. On a retrouvé un certain équilibre dans les magasins au niveau des conseillères qui fait qu'on a des équipes qui travaillent vraiment ensemble sur la plupart des magasins et ça se voit dans les résultats à Boulogne. Parallèlement à ce management qui s'adressait plus aux responsables de service, nous avons tenu un langage de vérité, c'est-à-dire que nous avons toujours expliqué ce que nous voulions faire, quels en étaient les risques, ce qui avait fonctionné, ce qui n'avait pas fonctionné, les leçons que nous en tirions pour l'entreprise et ce que nous appliquerions après. Donc on n'a jamais caché qu'on avait fait des erreurs quand on les a faites. On leur a dit là on s'est trompé. Et quand on a réussi des choses, on leur a dit là on a réussi. Et quand le on, en fait c'est plutôt nous tous ensemble, nous avons réussi. Une personne pour 3 jours d'absence, c'est à chaque fois c'est très juste. Antoine, un peu comme ce que fait oui, voilà. Antoine. Les bénéfices de l'entreprise sont toujours restés à Fontaine-Daniel. Et ça c'est une chose fondamentale, c'est que lorsqu'il y avait des bénéfices au cours des bonnes périodes, on peut citer par exemple les 30 Glorieuses, donc après la Deuxième Guerre mondiale jusqu'à la fin des années 60, eh bien, il y a des années où l'entreprise était florissante et tous les bénéfices ont été investis ou dans l'entreprise ou dans le village. C'est l'époque d'ailleurs où le village a grandi beaucoup, où des maisons ont été construites, où le confort a été amélioré autant que possible. Voilà, donc aucune fuite de capitaux, l'argent restait à Fontaine-Daniel et servait la cause commune. On le sait en tout cas à partir du XXe siècle, à partir du début du XXe siècle. La règle était qu'il n'y avait pas de dividendes. Il n'y a jamais eu de dividendes. Être propriétaire d'actions de l'entreprise était bien sûr synonyme d'un pouvoir de décision, mais n'était en rien rémunérateur. Les dirigeants avaient en général des actions de l'entreprise. Ils avaient un salaire, bien sûr supérieur à celui des ouvriers, mais pas de rémunération supplémentaire liée aux dividendes. Et ça, c'est une chose assez extraordinaire. Et ça a couru jusqu'à aujourd'hui. Et ça montre bien une véritable mentalité ou un esprit collectif de la part des dirigeants. Dans les insatisfactions, entre guillemets, juste... Je ne pense pas que les personnes aujourd'hui sachent beaucoup qu'il n'y a pas eu de dividendes. Par contre, ils ont pu savoir, ils ont pu se rendre compte que le combat des dirigeants était le même que le leur. Et que, voilà, et qu'il y avait en tout cas le sentiment d'être dans le même bateau. La facture arrive, qui est-ce qui a pu commander ça?
Daniel Roulette était le responsable de l'atelier tissage avant l'arrivée d'Hubert. Il a pris sa retraite voici tout juste 1 an. Un cap douloureux à franchir, une page difficile à tourner. Aussi revient-il fréquemment prendre des nouvelles de la production et prodiguer quelques conseils. Car ici, à Fontaine-Daniel, les liens demeurent, même après une longue vie professionnelle. Je pense que le plus dur pour moi, c'était pas de quitter mon travail qui me plaisait énormément. Le travail, c'était pas ça qui m'embêtait beaucoup, parce que le travail, j'y passais. Ma femme me disait quelquefois que je ferais mieux d'emporter mon lit à l'usine, ce serait pas plus mal. Mais mon départ à la retraite, c'était surtout le fait de quitter toute l'équipe avec qui je travaillais. Parce que ça, de se séparer d'un groupe et d'une équipe avec qui on a rencontré pratiquement jamais de soucis, ça c'est terriblement dur. Mais il n'est pas question pour Daniel de repartir avant d'aller faire un tour dans les jardins ouvriers. Il n'est pas rare d'y trouver un ancien au travail. Bonjour Louis. Bonjour Daniel. C'est pas trop mouillé, non? Si, assez écrit. Tu vois, on nous dit. Hein? Tu veux des verres pour la pêche? Non, pas encore. Non. Ah, non. Ça va venir. Voilà. Oh, dans ce temps-là, c'était la sortie de l'usine, c'était la sortie des pelles et des pioches. Là. Hein? Oui, il y avait aux environs de 400 parcelles de jardin. Oui. 400 parcelles. Oh, oui. Et moi, en 1966, j'ai eu du mal à obtenir une parcelle, parce que tout était cultivé. Oui. Tout le monde avait sa cabane, vous voyez là. Et puis il y en a disparu déjà. Et le soir, un bon coup de shit. Et puis un calva. Chacun discutait son petit truc. Il y avait des bars, hein, il y avait ce qu'il fallait. On travaille. Les cabanons, c'est des abris de jardin en fait. Oui, c'était des abris de jardin. Et ils sont tous construits avec des caisses d'emballage de coton qu'on récupérait à l'usine. Tous construits sur cette manière-là et enduits d'une bonne couche de goudron pour les protéger. Oui, mais j'ai commencé au tissage. Non, pas au tissage, j'ai commencé à la teinture. 10 ans en teinture, 10 ans au tissage. Mais vous avez fait combien d'années de nuit au tissage? 10-12 ans. 12 ans. On avait 6 enfants, ça fait qu'il fallait on voyait un peu plus cher et puis on était à la maison le jour. Donc il y a des constructions qui se sont étalées de 1835 à peu près à 1970. Donc habitation ouvrière d'hiver, d'abord en bâtiment collectif et ensuite en maison individuelle à partir des années 1920. Le village ayant été construit par l'entreprise, alors c'est une des originalités, les dirigeants donc, de l'entreprise avaient des aspirations au travail architectural et au dessin. Donc c'est eux qui ont conçu ces bâtiments et ces maisons. Et ensuite, les corps de métier de l'entreprise, parce que l'entreprise avait des maçons, des électriciens, des couvreurs, des menuisiers, etc. Eh bien, ce sont les ouvriers de l'entreprise qui ont construit le village, derrière, avec leurs mains. Donc c'est d'ailleurs, cela a participé à l'attachement de tous aussi à ce village, parce que tout le monde a participé à sa construction. Jean Denis a vite décidé qu'il fallait que les maisons soient toutes différentes.
Il fallait qu'elles soient toutes différentes pour refléter le fait que chaque personne humaine est différente, fondamentalement. Elle a une personnalité différente. Et il faut absolument éviter les habitations en série, comme on trouve dans de nombreuses cités ouvrières. Là, ce soir, moi je me mets dans mon week-end là. Bien, bah, tu vois la salle des fêtes là-bas, hein. Ben, elle a eu au moins 45 ans. 45 ans déjà, Ouais. un peu comme le temps passe. Puis du cinéma aussi, on avait aussi dans cette salle des fêtes là. Cinéma aussi. Cinéma, oui. On venait tous les samedis au cinéma. Enfin, il y a encore du théâtre. Oui, il y a encore avec les jeunes, c'est bien aussi. Mais c'est vrai que les loyers, par rapport à l'extérieur, dans les villages autour de Fontaine-Daniel, c'était pas du tout élevé, quoi. Non, c'était quand même un avantage. On ne payait pas l'eau. Hein, l'eau était gratuite, il y avait quand même des avantages. On pouvait jardiner autant qu'on voulait, on prenait du terrain autant qu'on voulait. Oui, moi j'ai toujours vécu ici. Je suis née ici à Fontaine-Daniel. J'ai travaillé 43 ans ici. Hein. On commençait à 14 ans. Et puis, bien, voilà. Hein, après le certificat d'études, on allait à l'usine. C'était notre vie, voilà. Mais moi, quand je suis arrivé ici, moi qui ai travaillé quand même à l'extérieur, donc je suis arrivé ici, bon, bah, moi j'ai trouvé ça, ce petit village, pour moi c'était un paradis. Hein. C'était formidable. Ma mère a travaillé aussi 48 ans. Oui. 48 ans, ma mère, elle a commencé à 12 ans. Quand les parents travaillaient ici, la plupart, les enfants allaient à l'usine. Hein. Oh oui, ça c'était de génération en génération. Maintenant, c'est plus la même chose. Hein. Tout était attaché à l'usine, quoi. Tout le village était attaché à l'usine. Car on avait des patrons formidables. Je tiens à le signaler parce que moi qui ai travaillé à l'extérieur... Vu la conjoncture, ils ont été obligés de vendre des maisons pour avoir du financement pour continuer l'activité de l'usine. Hein. Les locataires qui étaient dans les maisons ont eu la priorité pour acheter leur maison. Et comme on se plaisait bien à Fontaine-Daniel, c'était notre vie, donc on a acheté notre maison. Et mon mari, en plus de ça, a agrandi la maison hein, en faisant une aile en côté. Donc maintenant, comme les enfants nous disaient, maintenant qu'on est grand, vous avez une grande maison. Avant, on était chez vous, on avait une petite maison. L'avenir de l'entreprise m'inquiète beaucoup. Mais on a quand même des dirigeants jeunes qui en veulent, qui sont formidables. Et je crois que grâce à eux, Fontaine-Daniel, il y a encore des belles années. Car quand même, il y a peut-être encore, je ne sais pas, plus d'une centaine d'ouvriers. Il faut chercher déjà du travail, hein. C'est beau quand même. En plus de 200 années d'existence, cette entreprise a eu des périodes très fastes, des périodes plus difficiles, liées soit à des causes internes, soit à des causes externes. Les causes internes, ça peut être tout d'un coup un manque d'innovation, un manque de réflexion, un manque d'observation du marché ou d'écoute des clients, ce qui est un peu la même chose. Et, ça peut être des causes externes. L'entreprise a traversé 3 guerres mondiales, des crises très importantes d'approvisionnement de coton, par exemple, au début du XXe siècle, chose que nous retrouvons un peu aujourd'hui. Et aujourd'hui, il y a une flambée terrible du cours des matières premières. En fait, cette entreprise a changé de métier, a évolué dans ses métiers tout au long de son existence, avec un fil conducteur qui a toujours été le tissu. À peu près depuis 15 ans, l'entreprise a beaucoup travaillé sa collection pour proposer des tissus modernes, un style moderne. Elle a été, à un moment, elle avait une image de marque très orientée vers des produits très classiques, mais en effet, depuis le milieu des années 90, cette entreprise a su aussi prendre part, a su modifier son image en montrant une production moderne. Nous ne sommes pas une marque qui est le garant d'une tradition. Nous sommes garants d'une qualité de produit, mais avec une création et des couleurs, des motifs qui sont dans leur temps. C'est comme ça que la marque fonctionne bien et que les clients s'y retrouvent. Et ce n'est pas parce que nous sommes une entreprise ancienne que nous nous basons notre création uniquement sur des motifs anciens. Il y a quelques motifs anciens, mais très peu.
la plupart des tissus ont moins de 5 ans de vie. Alors, notre offre est constituée d'environ 600 références de tissus. Et puis aussi d'une collection de peintures, d'une gamme de peintures que nous avons lancée il y a 2 ans, qui peut fonctionner en harmonie avec les tissus ou de façon indépendante. Nous allons lancer maintenant des papiers peints. Nous commercialisons des tapis aussi dans les magasins. L'objectif étant de satisfaire les gens qui viennent chez nous et de répondre à leurs besoins globaux de décoration. De l'autre côté du village, dans un bâtiment récemment construit, 50 personnes reçoivent, traduisent et réalisent les commandes de confection sur mesure des clients. Au-delà des tissus, le point fort de l'entreprise, c'est le sur-mesure. Nous ne faisons pas de série ici, nous répondons aux demandes des clients. Et un même client peut avoir dans une commande des rideaux, des stores, des coussins. Et tout ça est fait vraiment pour le client. De 550. Avant d'arriver à l'atelier, les commandes sont revues par le secrétariat qui délivre une sorte de passeport pour la fabrication. On reçoit toutes les commandes des magasins Toile de Mayenne de la France. Donc on va traduire en fait en langage atelier, entre guillemets, pour que ce soit réalisable. Donc en atelier, voilà, il faut que ce soit faisable. Donc par exemple, un exemple, donc on reçoit une commande comme celle-ci. Et donc nous, on va traduire, donc chaque ligne correspond à un atelier, donc les mesures pour la coupe et puis après pour les couturières, etc. Quand on arrive ici, on ne comprend pas du tout comment ça peut fonctionner en fait. Parce qu'il y a plein de postes partout, la coupe sur le site Rifou, ici les couturières. Chaque personne a son poste précis, sait ce qu'elle a à faire et tout s'enchaîne. C'est vraiment incroyable parce que il y a un an, j'étais perdue. Enfin, on ne comprend pas comment on peut arriver à un résultat impeccable en fait en ayant plusieurs personnes sur un poste de travail différent. Et donc justement, ce qui est important, c'est la communication entre chaque personne. Tu vois par contre s'il y a un côté gentil, parce que tu voyais un côté plus petit. Oui, donc du coup on va peut-être décaler par rapport au retour. Ouais. Et puis après je vais mettre les épingles que je vais C'est vrai que c'est une ambiance accueillante, chaleureuse. Enfin, on s'intègre facilement. Moi ça fait 1 an que je suis là, j'ai l'impression que ça fait bien plus d'années. Parce que j'ai été accueillie vraiment, c'était très bien quoi. On se sent à l'aise quoi. Ah oui, directement. Voilà. Donc les plis là ils vont être pré-appliqués par Lucie. D'accord. Voilà, je suis 105, j'en ai un tout petit peu plus parce que ça prend. Oui, pour agrandir un petit peu. On a 105 finis plissés. 105 finis plissés, oui. D'accord. J'ai travaillé dans des entreprises bien différentes malheureusement où effectivement on a hâte que la journée soit terminée et c'est pas du tout la même ambiance quoi. C'est chacun son poste, personne ne se regarde, il n'y a pas d'entraide. Il y a par exemple une personne qui a une montagne de travail et l'autre qui a terminé, elle va pas l'aider. Ici c'est pas du tout ça et heureusement. Et c'est ça qui fait la force de Toile de Mayenne. C'est-à-dire que s'il y a beaucoup de rideaux et qu'il y a moins de dessus de lit, par exemple, les filles de l'atelier des dessus de lit, elles vont venir aider l'équipe des rideaux. Vous voyez, c'est pareil pour les voilages, les stores, les filles, elles sont polyvalentes. Et on s'aide tout simplement. Ça, c'est hyper important. C'est une équipe, hein, de toute façon, voilà, c'est le principe de Toile de Mayenne, quoi. C'est tout seul, on n'est pas gagnant. Pour être un résultat positif, c'est à plusieurs, quoi. C'est l'équipe qui fait la force finalement. Et ici, c'est vraiment ça. Le management familial d'une entreprise a des caractéristiques. En fait, les relations entre membres d'une même famille sont forcément différentes que des relations avec des personnes à l'extérieur. Entre personnes d'une même famille, nous nous parlons beaucoup plus directement, parfois beaucoup plus violemment aussi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas
une réserve liée au fait que la personne, on la connaît moins bien. Donc, comme un peu, il y a une violence entre enfants d'une même famille, parfois, dans les relations. Ce qui est le plus important, c'est d'avoir la même finalité, de savoir où nous voulons aller et pourquoi nous voulons aller là. Et ce qui est un calage permanent, en fait. Hein, c'est pas quelque chose qui est écrit, qui est gravé dans le marbre. Le monde évolue, donc nous devons évoluer avec le monde. Mais dans les relations elles-mêmes, c'est forcément plus difficile de ce côté-là, mais tellement plus fort par ce partage d'objectifs communs que je ne changerai pour rien au monde. C'est Dominique Schneider, donc l'une des descendantes de la famille Schneider, enfin de la grande famille de sidérurgistes, de maîtres des forges, qui a créé le Creusot. Elle a écrit un roman qui s'appelle Atteinte à la mémoire des morts. Et ce roman est très intéressant parce que elle explique bien toute la souffrance d'être fils ou fille de famille, de ces grandes familles. Parce que pour ces grandes familles, il n'y a pas de place pour l'individu, si vous voulez. Il y a une sorte de contrôle permanent des égos, de maîtrise de soi, de gestion justement de ses émotions, de ses sentiments. N'est pas forcément évident de voir prendre la tête de l'entreprise pour un aîné, son cadet. Et très souvent, ce sont les intérêts de la société qui doivent primer sur les intérêts de la communauté, donc autrement dit, les intérêts tout court sur les sentiments. C'est pourquoi c'est parfois très difficile à vivre et que ça n'est pas aussi rose que ça peut paraître à l'extérieur. Ça suppose je dirais de ruminer, de rentrer des aspirations, d'accepter des humiliations aussi, ou ce qui peut être vécu comme des humiliations. Donc c'est une leçon d'humilité pour ces héritiers, entre guillemets. Hein. L'héritage a un coût, et c'est vrai que c'est lourd. Et il y a encore une fois un mélange de l'affectif, je dirais, et du professionnel qui est quand même un peu difficile à surmonter. Et on le retrouve du reste dans la communauté salariée, chez les ouvriers, à Fontaine-Daniel. Il peut y avoir aussi, je ne dis pas qu'il y a systématiquement, mais il peut y avoir un chantage à l'affect dans la façon dont on va gérer le personnel, entre guillemets. C'est pour ça que c'est toujours complexe, et en tout cas, ça n'est pas du tout aussi simple, ni aussi idyllique que ça peut paraître de l'extérieur. C'est vrai qu'on a un peu une image des héritiers comme celui qui reçoit tout, mais c'est pas comme ça que ça se passe, en tout cas pas comme ça que ça se passe pour les entreprises qui durent vraiment, c'est-à-dire celles qui sont centenaires, bicentenaires, ce sont aussi beaucoup de sacrifices. Retour chez Toile de Mayenne, début janvier. À 15 jours du salon Maisons et Objets de Villepinte, le stand est en phase de finition. Ah oui, tu vas brancher ça comme ça, il y a pas on fait toutes sortes de couleurs. On a rajeuni quoi, hein, par rapport à ce qui est dit quoi. Souvent, c'est vrai que Toile de Mayenne, on dit toujours c'est ancien, alors que maintenant, ça y est, on est parti sur des couleurs. On a beaucoup plus de choix de tissus, beaucoup plus de couleurs avec la peinture. Donc là, on expose aussi en même temps d'autres peintures, hein, nos peintures, nos tissus. Là, on va parler du tissu végétal. Hein. Donc c'est vrai qu'à chaque salon, on essaye de trouver aussi des choses qui nous différencient par rapport aux autres, quoi. Hein. Et ça aussi. Maisons et objets. Bonjour. 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 Donc ça veut dire que c'est conçu en démontable. C'est conçu par module. Ouais. Complètement. D'accord. L'idée étant de pouvoir les réutiliser, ces modules. Donc, nous traverserons d'autres crises, ça c'est sûr. Nous devons être en éveil en permanence, ne pas nous endormir, faire appel à des jeunes dans l'entreprise aussi, pour nous aider à ouvrir les yeux. Aujourd'hui, le grand défi, c'est la communication. Et là, on aura deux beaux chariots en bois. Oui, c'est ça. Et la nuit. Donc aujourd'hui, cette entreprise est donc indépendante, c'est une grande chance. C'est-à-dire que ceux qui travaillent pour cette entreprise, dans cette entreprise, savent pour qui ils travaillent. Ils travaillent pour l'ensemble des personnes qui forment cette entreprise directement. Ils ne travaillent pas pour des financiers anonymes éloignés. Ça, c'est une grande chance.
On peut dire que l'inconvénient de ce privilège, c'est bien sûr éventuellement une moins grande solidité financière, moins de recours financiers en période difficile. Lundi 10 janvier, c'est le jour de l'Assemblée générale ouverte à tous les salariés de Toile de Mayenne. Un grand événement annuel où toutes les questions, même les plus sensibles, seront abordées. Une assemblée qui se terminera par la traditionnelle galette des rois. On a fini 2010 en dessous de 2007. Donc, oui, ça c'est vraiment l'impact de la crise. En 2008, on avait une petite progression. En 2009, on a baissé. On a remonté en 2010, mais on n'est pas tout à fait au niveau de 2007 encore. Dans les achats de matière, il y a un truc qui est important, c'est l'augmentation de la matière première. Vous avez sans doute entendu ça tous. Le coton, par exemple, flambe. Le coton flambe parce qu'il y a à la fois une pénurie et une spéculation. Souvent, quand il y a pénurie, il y a spéculation derrière. Hein. Il y a des gens qui jouent avec les cours des matières premières. Mais sur le coton, ce qui s'est passé, c'est plusieurs phénomènes. Le premier phénomène, c'est que comme il y a eu crise en 2009, les producteurs de coton ont arraché des pieds de coton pour faire des céréales. Donc la surface cultivée de coton dans le monde s'est réduite sérieusement. Parce qu'ils avaient du mal, ils avaient du stock, ils avaient du mal à vendre leur coton. Donc ils ont fait autre chose. Un agriculteur qui ne vend pas son blé, il fait du maïs, etc. Vous connaissez ça très bien. Alors, les salaires, je l'ai dit, c'est un sujet important parce qu'ils représentent à peu près 50% du chiffre d'affaires. Ça veut dire qu'à peu près, pour 1 euro que l'on reçoit des clients, on reverse presque la moitié en salaire et charges. Vous avez des remarques par rapport à ça? Non, ce qui me laisse le temps de reprendre ma feuille. Donc on peut dire que les salaires chez nous sont tous très modérés ou prudents. Enfin, ils sont prudents, ils sont modérés à tous les niveaux donc, de l'entreprise. Ça, c'est un point très important. Et c'est aussi donc, une des raisons qui font que nous sommes encore là aujourd'hui, ensemble réunis. C'est qu'on a, grâce à cette grande prudence salariale, nous avons réussi à résister à ces crises. Après avoir dit ça, néanmoins, et à l'inverse, il faut dire qu'une de nos préoccupations majeures, c'est de réussir à augmenter les salaires. On n'aura pas réussi à être court, hein, finalement, ça aura duré 1 heure.